Bonsoir. Bienvenue à la Film Galerie pour le deuxième vernissage de Radio Jules. On va faire un petit discours ensemble, pas très très long, et vous pouvez aussi intervenir avec des questions tout à l'heure. Et c'est la deuxième partie de l'expo. La première, c'était à partir du 22 septembre avec une autre œuvre qui s'appelait Sleep Number 2. Et ce soir, on vernit l'œuvre qui s'appelle Exit of the Trains. Tous les deux ont été faits à partir de films, de long métrage. Radu, tu veux qu'on s'assoie? Non, je veux qu'on soit debout. Qu'on se reste debout. Ok. J'ai peur de m'asseoir. Et peut-être il y a quelqu'un qui veut rester assis. Je voulais d'abord remercier un sponsor qui est les vins Château Frontenac qui nous laisse des bouteilles à déguster. Radio pensait que c'était peut-être pas une œuvre qui demandait à célébrer avec un verre, mais on verra après. Et puis je voulais remercier le Centre Pompidou et Judith pour la collaboration, et Louise. Et donc, oui. Donc merci d'être venu, et je pensais qu'on pourrait juste parler de quelques idées autour. Déjà, la première chose que je me suis dit, que c'est un documentaire à la base, et que dans tes films, dans ton œuvre, il y a fiction, documentaire, expérimental, maintenant avec Sleep Number 2. Mais est-ce que tu vois une cloison entre ces formes? Bon, merci beaucoup pour l'invitation, c'est très touchant. Merci bien sûr à les deux grandes dames du Centre Pompidou que tu as nommées. Et je dois dire que je suis très ému parce que pour moi, j'ai fait une interview avec quelqu'un et je disais que pour moi, revoir, et bon, cette galerie que je ne connaissais pas, mais revoir qui est ici et qui fait des éditions qui m'ont nourri, des films comme les films Les Tristes, comme les films de David Perlov, les films de Jonas Mekas, les films de Pierre Goldman, Peter Goldman, etc., etc. Je ne veux pas dire tout. Marcel Hanoun, c'est toi aussi, non, qui a sorti Ensemble Histoire. Donc, pour moi, revoir, c'est au même niveau que la Cinémathèque française. C'est peut-être exagéré, mais j'ai dit que pour moi. Donc, je suis très ému à cause de notre ami d'être invité ici. Et après, pour te répondre quand même, mais je trouve que tout fait en tout, d'une certaine manière. Donc, quand tu dis que tu as fait un film expérimental qui est Sleep Number 2, qui était montré aussi ici en 4 écrans, et des films de fiction, j'ai un peu de gêne parce que pour moi, tous les films ont certaines parties qu'on peut considérer expérimentales, où il peut être, bien sûr, on sait déjà tous les gens de la nouvelle vague, Godard, etc., qui disaient chacun documentaire peut être considéré fictionnel et chacun œuvre de fiction, c'est un documentaire sur son tournage ou sur les comédiens, etc. Donc, bien sûr qu'il y a des liaisons très fortes entre tous les régimes d'image. Et c'est ça qui est, à mon avis, passionnant dans le cinéma d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'au niveau institutionnel, si on peut dire comme ça veut dire distribution, festival, même la critique, etc. C'est pas beaucoup. Les gens essayent de garder leur territoire assez bien marqué. Mais bon, demain, d'ici, je vais présenter au Festival de New York avec Andrei Rus, qui est un historien du film de Roumanie. On a fait un montage de TikTok, des images de TikTok qui sera présentées là-bas, et on va parler sur l'importance de TikTok comme cinéma. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui existent, et en effet on a
on a trouvé des choses extraordinaires dans ces TikTok avec un pouvoir cinématographique. Donc je pense que c'est seulement le fait que les institutions n'acceptent pas cette forme dans leur... parce que c'est fait par des amateurs, pas d'argent, ils passent pas par avant sur les recettes et tout, choses comme ça. Donc les gens disent bon, c'est pas sérieux. Mais en effet, bien sûr, ça dépend comment on regarde les choses. Ouais. Et puis, par rapport aux installations de films, parce que quand j'ai vu Sleep Number 2, on a beaucoup parlé de films et tu m'as dit qu'il n'y a pas de distributeur, donc on peut faire quelque chose ensemble et j'ai proposé une installation. Tu dis qu'il n'y a pas de droit, que tu peux faire ce que tu veux. donc j'ai proposé l'installation et tu étais tout à fait ouvert et d'accord, mais c'est pas la première fois peut-être que tu as fait l'installation, mais... Maintenant, ça veut, j'ai un peu... je connais pas exactement comment définir. Parce que parfois, je rentre dans une exposition où il y a art vidéo ou une installation comme ça, et pour moi, c'est exactement le même que cinéma. Donc, j'ai la disposition de voir plutôt les liaisons entre cette forme et pas les différenciations. Bien sûr, si les choses sont en boucle, s'ils sont dans un loop comme ça et tu regardes les mêmes choses toute la journée, bien sûr, ça c'est un peu différent comme la salle du cinéma ou une œuvre qui doit être regardée dès le début vers la fin. Et pour moi, c'est ça la différence. Et après, bien sûr, c'est cette pensée que d'ailleurs je n'ai pas. C'est Pip qui m'a aidé ici pour les deux. Comment on pense à montrer quelque chose, pas sur un écran du cinéma ou un écran de télé, mais dans un espace comme ça, que je trouve qu'il y a des avantages et des mésavantages aussi, mais bon, comme tous les formats. Oui, c'est très différent. C'est différent, oui. D'ailleurs, j'ai trouvé, pour vous parler honnêtement comme ça et faire la pensée un peu, que Sleep Number 2 marche mieux dans une seule image qu'en 4 parce que tu gagnes dans la disposition des espaces. Tu vois, mais comme c'est le même espace, ça ne donne pas beaucoup. Parfois, il y a des moments de montage très, très spectaculaires, mais au contraire, l'impression du temps, ça se perd un peu. Donc tu gardes un peu l'espace, tu gardes des moments de montage, mais tu parles de temporalité, qui pour ce film, quand il était conçu comme un film, c'était très important. Donc il y a toujours, tu gagnes quelque chose, tu perds quelque chose. Et on avait le webcam dans l'expo pour que les gens voient le film. Oui, ça c'était une belle mise en abîme. Oui, ça c'était ton Sleep Number 3. Et puis peut-être qu'on peut parler de cette œuvre alors, et de comment l'idée est venue et la collaboration avec l'historien. Bon, comme je disais la fois pas suivante, l'autre fois, la fois d'avant, c'est une question où on doit, d'ailleurs, ça c'est une œuvre, un film, bon, ici une installation qui a bien sûr, c'est très questionnable, des problématiques, on peut beaucoup discuter sur ça, qui est autour des exterminations des Juifs en Roumanie. Et je me souviens, quand c'était annoncé cette rétrospective, il y avait des voix sur les social media en Roumanie qui disaient voilà encore des œuvres sur l'extermination des Juifs quand on vit dans un génocide qui continue à Gaza. Peut-être aujourd'hui ça commence la paix, espérons-nous. Et j'ai répondu à ça qu'on doit séparer très bien les choses, à mon avis, et pas les mélanger, comme parfois les mélangent les gens qui sont à juste titre contre le génocide de Gaza fait par l'État d'Israël et qui mélangent en Roumanie à coup sûr des attitudes antisémites ou des attitudes négationnistes envers l'Holocauste. Avec ça, donc, je pense, c'est ma perspective, qu'on doit faire une différenciation très, très claire entre les deux. Et comme mon pays, c'est un film, une installation sur mon pays qui a fait ça, donc c'est une œuvre et une obligation, si je pense comme ça, de parler de ma culture, d'où je viens. Je ne suis pas, le nom peut paraître un peu juif, mais je ne suis pas juif, j'appartiens à les Roumains, donc d'ici vient l'obligation de faire un film comme ça. Mais
à vrai dire, le film c'était pas fait par moi-même seul, c'est fait avec Adrian Cioflâncă, qui est un historien, il a écrit et il a fait cette papier que vous pouvez lire et voir ici, qui est un historien très très sérieux et qui a travaillé en effet 10 ans pour retrouver toutes les informations, moins plus cachées, moins plus publiques, moins plus secrètes sur cet événement. Et c'est lui qui m'a proposé de faire un film ou, je sais pas, une œuvre autour de ça. Et j'ai dit non au début parce que je faisais déjà un film qui c'était Țara Moartă, la The Dead Nation. Et je me suis dit, je ne veux pas faire un autre film sur cette période de la fascisme roumain avec une collection de photos. J'ai déjà fait un. Mais il m'a dit, mais viens à mon bureau pour te montrer l'archive que j'ai ramassé digital. Il a copié des centaines de milliers de documents, en effet. Et quand j'ai vu l'archive et tout ce qu'il m'a montré, j'ai dit, ok, on doit le faire, mais pas seul. Tu dois le faire avec moi parce que c'est ton idée, c'est tes matériaux. Je peux seulement... C'est une œuvre pleine de la sculpture, c'est comme une sculpture de cette archive avec lui, autour de confronter un peu la perspective patriotarde, nationaliste roumaine, qui même si au niveau le plus officiel n'est pas comme ça, parce que ça existait le rapport Elie Wiesel qui a été fait et qui a été signé par le président roumain de l'époque. Mais ça c'est une chose, et ce qui se passe au niveau des autres institutions ou au niveau de peuple, c'est tout à fait une autre chose. Les gens disent même sur ça, oui, Roumanie a été obligée de faire ça, etc. Donc c'était cette perspective et après, bien sûr, c'était l'idée de faire quelque chose autour de ça avec ce matériau très pauvre, très non cinématographique, mais composer quelque chose qui tient du cinéma ou de vidéo, ou des choses comme ça, parce que c'est seulement des photos, des voix qui lisent des documents, et après, une deuxième partie dans le film, et ici c'est sur le deuxième écran, des images qu'on a hésité des années, des mois et des mois et des mois, si on met ou pas, parce que c'est des images très terribles avec la tuerie en masse. C'était au tout début de l'extermination, et cette photo était encore permise par les Allemands. Après, c'était pas. Après, bien sûr, c'est intervenu le secret, mais comme c'était au tout début de l'opération Barbarossa, c'est à cause de ça qui s'est beaucoup photographié. Et on a hésité, est-ce qu'on met le photographe, est-ce qu'on ne fait pas ça? Et à la fin, on l'a mis comme une preuve. Je sais pas, pour un public roumain qui est très négationniste, et on dit voilà, il y a, je sais pas, centaines ou plus, 50 photographes qui montrent ça. Mais bien sûr, si les gens ne veulent pas croire, ils disent mais les photos sont fausses quand même. Et bien sûr que dans le moment d'aujourd'hui, avec tous les outils d'intelligence artificielle ou de manipulation digitale, tout d'un coup, ces relations indexicales entre image et réalité. Christa Bluminger, c'est ici qu'elle peut parler beaucoup mieux que moi sur ça. C'est une spécialiste et une amie aussi. Donc, ce type de rapport de nous avec les images se change. En quoi se change? J'ai aucune idée, parce que pour moi c'est très difficile à regarder ou à penser à les images comme ça. Mais c'est vrai que la première chose, si j'ouvre le laptop et j'entre sur l'internet et je vois une photo ou un film, la première question maintenant c'est est-ce que c'est intelligence artificielle ou... Et d'ailleurs, j'étais à Locarno cette année, Kevin Billy, qui est un théoricien, m'a invité sur une panel comme ça. Bon, c'était pas très réussi à cause de moi et des autres. Mais c'était, il a fait, c'était avec beaucoup de gens comme ici, il a fait un exercice intéressant. Il a montré certaines photos et en demandant à le public de dire quelle photo est faite avec intelligence artificielle et quelle est une
vraies photos traditionnelles. C'était la plupart du temps, bon, il y avait des cas très clairs, mais il y avait une grande partie où on était tous trompés. Donc ça montre que déjà les gens qui disent voilà je suis capable de voir ou de connaître, c'est impossible déjà. Et ça, bien sûr, je pense que c'est pour ça qu'on a besoin de plus en plus des gens de la philosophie, de la théorie, de la... parce que je pense, je ressens ça très fort, que j'ai besoin d'une nouvelle façon de penser l'image. Je pense que c'est besoin de nouveaux termes, de nouvelles terminologies, je ne sais pas. Je me sens tout à fait perdu. Ariel Schweitzer tout à l'heure m'a rappelé une scène, je crois, que dans ton film où on parle du massacre et on dit que les Roumains ont tué juste après l'Allemagne et c'est le plus grand nombre de Juifs. Oui, c'est une deuxième place. Et la réplique, c'est une distance très grande dans la première place et la deuxième, ça c'est vrai. Mais la réplique, c'est que tu vois, la Roumanie est toujours en deuxième place. Mais c'était bien si la Roumanie c'était toujours en deuxième place, d'habitude est dans la dernière place. En effet, mais dans ce cas-là, je préférais que la Roumanie c'était sur la dernière place. Oui, mais... Oui, non, c'est vrai, c'est étonnant quand on pense... en effet, la revue de l'histoire de la Shoah a publié un numéro qui s'était appelé, bon, c'était peut-être une exagération, mais le titre de... c'est une œuvre collective, comme toutes les revues, grosse, 1000 pages comme ça, et c'était appelé La Shoah oubliée, la Shoah roumaine. Et ça, c'est vrai que non, en Roumanie, ça se parle pas beaucoup de ça, mais même à l'étranger, sur Roumanie, ça se parle. Mais je pense que ça se parle pas beaucoup de ça parce que ça se parle pas beaucoup de Roumanie. Et je me souviens que j'ai rencontré il y a quelques mois un très, très intéressant et très sympa réalisateur australien. On était dans un festival ensemble et on a parlé des choses, etc. Et j'ai dit, bon, j'ai fait film, tu viens d'où? Je viens de Roumanie, je viens d'Australie, etc. Et après une demi-heure, il a osé, il m'a dit, je m'excuse, est-ce que tu peux me dire c'est où la Roumanie? Parce que j'ai aucune idée. Donc c'est un peu... on a l'impression, je ne sais pas, que nous sommes dans le centre du monde, mais en effet c'est comme Trump qui dit Azerbaïdjan, Albanie pour Azerbaïdjan et Arménie. Donc c'est peut-être à cause de cette perspective qui n'est pas, je ne dis pas pour... parfois quand se passe des choses comme ça, les Roumains sont... fâché, il dit mais c'est comment ça, c'est pas possible qu'il sait pas. Mais si tu demandes à les Roumains de dire les États dans les États-Unis d'Amérique, je connais pas, 2 ou 3 peut-être, comme ça, Florida. Je sais pas. Mais donc c'est normal que les gens ne connaissent pas, et comme la Roumanie a été pendant les dictatures dans un certain trou noir. Après, bon, ça existe, on a parlé un peu de ça, ça existe un peu d'ouverture, mais quand même, ça reste un pays périphérique de la culture et la civilisation européenne. Bon, et je crois que la culture et les arts et tout ça, les sciences peuvent faire un peu exister le pays, mais... J'ai lu une très belle blague aujourd'hui sur Internet de quelqu'un qui disait qu'on doit remercier à notre gouvernement parce qu'on n'a aucun stress sur les prix Nobel pour la science. C'est impossible qu'en Roumanie. La recherche en Roumanie c'est vraiment détruite. Ça n'a pas été jamais beaucoup, mais maintenant c'est... Donc, bon, j'ai divagué trop. Je m'excuse. Donc, quand j'étais en Roumanie, j'ai remarqué que les agricultures, les fermes étaient très à l'ancien. Et on m'a dit que finalement, quand le bio est devenu à la mode, la Roumanie était numéro 1. Ah oui, d'une certaine manière, oui. Et quand j'étais à Berlin pour quelques mois, c'était un ami qui m'a dit, voilà, on va... je l'ai invité chez nous et j'ai dit, est-ce qu'on va avoir des vins? Il a dit, je bois seulement des vins naturels.
Et c'était pour la première fois que j'ai entendu. J'ai dit, mais c'est quoi des vins naturels? Et après, bon, j'ai trouvé un magasin, j'ai acheté, et j'étais très curieux. Et en effet, je l'ai trouvé exactement comme les vins de mon grand-père qui faisait. Et j'ai dit, voilà, c'était horrible. Et j'ai dit, c'est incroyable que les gens boivent ces vins minables que mon grand-père, on les faisait, nous les enfants, on les faisait avec les pieds, comme ça, les grapes, tu sais. Donc c'est ça les vins naturels. Donc oui, c'est vrai que peut-être ça peut être notre primitivisme peut devenir un peu à la mode. Mais honnêtement, je crois vraiment que bon, la culture, les arts, tout ça, et c'est pour ça que j'espère qu'il sera soutenu pour créer un peu de dialogue. Bien sûr, quand les choses deviennent mauvaisement, bon, c'est comme on dit tout le temps, c'est à rien à aider toute la culture européenne en face de Holocauste, à rien à servir toute la culture russe en face de barbarie de Russie de Poutine aujourd'hui en envoyant Ukraine. Tous les cinéastes israéliens que j'aime énormément, j'ai des amis comme Avi Mograbi, comme Nadav Lapid, n'a servi à rien, ni pour 7 octobre, ni pour ce qui s'est passé après. Donc je crois que la culture des arts ont très petite... Quand les choses deviennent en temps de paix, en temps des possibilités de dialogue, peut-être que oui, mais sinon, c'est rien. Vous avez peut-être des questions, vous, ou des interventions? Moi, je vais faire deux remarques. La première, c'est qu'effectivement, le pouvoir de rajouter de cinéastes israéliens ou d'autres pour changer le monde, c'est vrai qu'il est proche de zéro. Mais par contre, le pouvoir immense que Radio Joudé et les autres cinéastes ont sur notre vie à nous, spectateurs, ça c'est immense parce que c'est aussi ce qui nous permet de survivre dans un monde aussi difficile. Donc ça ne change pas la face du monde, mais ça change beaucoup pour moi, spectatrice, et pour tous les spectateurs. Non, c'est vrai, merci beaucoup pour dire des mots, c'est belle, c'est beau, mais peut-être que je dis ça à cause de la façon de financement aujourd'hui sur le cinéma, peut-être pour des autres choses. C'est tout le temps, tu te demandes, quand tu fais une application, tu dis, bon là j'ai fait ce film pour que nunca más, pour que jamais des choses comme ça se répètent. Et il dit, ah voilà, on peut te donner un peu d'argent. Si tu dis, je le fais, mais ça n'a pas aucune importance, c'est que seulement pour une jolie madame de Paris, il dit, non, tu n'as pas le droit d'avoir l'argent. Donc c'est à cause de ça que même moi, quand j'écris des applications, je dis des choses exactement à l'opposé de ce que je disais maintenant. La deuxième remarque, c'est que je voulais rappeler que Curcio Malaparte, dans son livre Caput, qui est un livre absolument terrible, il parle beaucoup, bon c'est un chapitre, ouais. Mais on doit garder en esprit que il mélange beaucoup de choses fantastiques. Il n'était pas, il raconte, mais enfin, en tout cas, et comme c'est orthographié un peu différemment, je pense que c'est écrit Jassy dans son livre. Des fois, on ne fait pas de... Oui, peut-être, oui, ça dépend de langue. Ouais. Je l'ai lu en roman, donc c'est Yashi. Non, mais le livre de Malaparte, que c'est Caput, non, c'est un livre très fort, mais il n'est pas beaucoup cité, à mon avis, à juste titre, pour le massacre de Iași, pour le Bocanaș, parce qu'il mélange des informations, parce qu'il était là-bas juste après. Voilà. En effet, mais il mélange des choses réelles avec des choses très imaginatives et parfois même des choses fantastiques. Bon, c'est ça le pouvoir de livre, si vous voulez, mais en utilisant ce livre comme source d'information, c'est un peu, à mon avis. Et c'est pas seulement à mon avis, c'est tous les historiens qui disent, mais voilà, il parle des choses comme où il ouvre un wagon, et je sais pas, il tombe, des choses très exagérées. Mais il est un grand écrivain.
Mussolini. Oui, pardon, juste une question pour revenir à ce que vous disiez par rapport au fait que vous et des collègues regardiez des images d'intelligence artificielle et d'autres et vous n'arriviez pas à faire la différence. Même vous qui êtes spécialiste de l'image, je voulais savoir si on pouvait avoir un début de réponse par rapport à qu'est-ce qui fait que vous n'étiez pas capable de faire la différence. Est-ce que c'est parce que la réalité est peut-être plus folle et des fois paraît plus fausse que l'intelligence artificielle qui, elle, se base sur ce qu'on a l'habitude ou ce qu'on attend? Bon, je pense maintenant qu'il y a plusieurs façons de faire des images avec l'intelligence artificielle. Parfois, ça c'est utilisé pour faire des images très fantastiques, où je pense que c'est beaucoup plus facile de reconnaître la création artificielle, d'intelligence artificielle. Il y a des autres styles, comme Midjourney qui fait des images avec un certain type d'éclairage, etc., et des autres logiciels les fait un peu différemment. Mais ça, ici, ça crée une chose, parce que tu peux voir une image et te dire c'est IA, parce que ça te rappelle beaucoup les images faites par Midjourney, mais Midjourney utilise un certain type d'éclairage qui existe dans des images créées avec des technologies plus traditionnelles. Ça c'est une autre chose. Et le troisième, je pense que le plus important, c'est que déjà, tu peux demander à un logiciel d'intelligence artificielle de te faire une image dans le style d'eau ou dans la façon d'eau. Et parfois, la création, c'est extraordinaire de ce point de vue technique et parfois artistique. Tu peux dire, fais une image comme une photo de Henri Cartier-Bresson et le fais comme ça. Ou fais une image comme la première photo couleur de début de photographie couleur, et ça te fait. Ou fais une image qui imite le Orwo de Allemagne de l'Est des années 60, et le fait parfaitement. Et ici, tu as l'impression, tu es plus, ou ça c'était mon cas, je sais pas, tout d'un coup tu as l'impression, non, ça peut pas être une intelligence artificielle, parce que je reconnais des images comme ça, mais en effet, c'est... Donc, c'est à cause de ça. Peut-être il y a des autres raisons, je ne suis pas un spécialiste, mais... Ça s'appelle Turing Test. Oui. Non, mais à cause de ça, comme tu sais, tout le temps quand il y a un livre de Susan Sontag regarding the pain of others, je ne sais pas le titre français, même elle ne sait pas répondre à certaines questions qu'on pose ici. Et aussi, je pense que cette question avec la relation avec l'image qui est très très forte dans notre travail, dans le documentaire, notamment ce qu'on appelle documentaire, ce qu'on appelle des archives, ce qu'on appelle comme ça. Maintenant, c'est très vicié. Et ceux qui te pouvaient opposer à certains négationnistes de toutes sortes, qui étaient les documents visuels, etc., comme ça, maintenant, tu ne peux pas opposer même pas ça, parce que les gens disent, mais bon, c'est IA. C'est pas une preuve. C'est pas une preuve. Donc, quand j'ai fait le film, encore, tu pouvais dire, bon, je parle pas des négationnistes fous. Ça, c'est une autre catégorie, c'est rien à dialoguer. Mais il y a des gens qui peut-être considèrent une chose, et après, si tu montres certaines preuves ou un montage de preuves, il peut dire, ok, peut-être c'est comme ça, je vais me renseigner. Mais maintenant, j'ai l'impression que cette courant qui dit c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, et c'est possible que c'est comme ça. C'est très difficile, non, de opposer. Je ne sais pas quoi opposer à ça. Oui. Si quelqu'un sait, je serais curieux de savoir. Question ici. C'est question. Je voulais juste dire que dans ton film The Exit of the Trains, pendant très longtemps, tu nous laisses imaginer des choses. On voit les images, on voit quel est le portrait et on attend de voir. Et c'est qu'à la fin, que tu mets ou vous mettez peut-être avec Adrien, vous avez décidé ça ensemble, de mettre les photos plus violentes, qui à la fin, et vous coupez assez vite. Oui. Vous ne nous laissez pas vraiment réfléchir et prendre le temps et les adorer. C'est vrai. Et puisque tu as parlé de Susan Sontag, je pensais à ça, elle disait qu'on ne devrait pas regarder les images de guerre comme des œuvres d'art. Et je trouvais que dans le film, vous avez réussi d'une manière
parfaite de faire ça. Et du coup, je me demandais, quand vous avez décidé de faire finalement cette exposition, c'est une autre chose, et aussi c'est une autre époque, parce qu'on est beaucoup plus exposé à ces images. Est-ce que tu as réfléchi un peu à ça, à comment on va nous aujourd'hui regarder ces images dans une galerie? Oui, bon, je n'ai pas toutes les réponses à cette question extrêmement importante. C'est vrai que à un certain moment, quand j'ai fait le film, et on a mis dans le montage les dernières parties où on les ordonnait chronologiquement, parfois j'ai fait des zooms sur certaines parties de l'image, et à un certain moment c'est devenu, bon, d'ailleurs c'était très difficile physiquement de le faire. J'avais un sentiment, et je suis quelqu'un qui, je suis pas très sensible, je suis un peu brutal, mais j'avais un peu mal, donc ça a pris quelques jours. Et à un certain moment, j'ai senti que chaque image de toutes sortes, mais peut-être une image photo beaucoup plus, à un certain moment, après quelques temps, tout entre dans un état de contemplation de l'image. Donc c'est à ce moment que je me suis dit non, les images sont trop longues, je dois les laisser seulement pour donner l'information et pas s'installer en état de contemplation. Ça c'est vrai que je ne voulais pas que tu commences à contempler des images, des horreurs comme ça. Et en effet, quand j'ai fait ici pour le deuxième écran, j'ai gardé la même durée. C'est une loupe, mais c'est la même durée. C'est pas beaucoup de temps de regarder, de voir cette image horrible. Et c'est bon, c'était l'idée de Pip de le faire sur un plus petit écran. Donc c'est seulement à titre informatif, pas à titre contemplatif. C'est ça. Après, je ne sais pas les autres choses, les autres questions qui viennent d'ici. J'ai pas de questions. À un certain moment, on a fait un autre film. On a commencé un autre film, on a fait 40 minutes et après je l'ai RSC, je l'ai deleted. Ok. Et c'était parce qu'on a voulu faire un film sur les perpetrators. Et on a commencé, la question c'était deux problèmes. Parce que la justice, les procès d'après la guerre pour cette massacre, sur cette pogrom, ça existait en effet au début du régime communiste, un peu d'ouverture à faire ça, mais les procès c'était un peu vicié. Pas comme la propagande anticommuniste d'aujourd'hui dit que c'était, voilà, si c'était la justice communiste, c'était à coup sûr une justice qui accusait des gens plus. Au contraire, ils essayaient de faire, c'est Louise a parti, voilà, de faire des choses de moins. Et aussi de ne pas condamner la classe ouvrière et les femmes. C'était beaucoup de civils qui ont participé à cette massacre, beaucoup d'ouvrières aussi, beaucoup de paysannes, parfois des femmes, et la justice n'a pas condamné ces gens. Ça, c'était une première question. Deuxième question, c'était que soit certains gens qui étaient en vie après la révolution de 89, soit leur famille, leurs enfants, etc., ont fait des procès pour dire voilà, mon père ou mon grand-père ou je ne sais pas qui a été condamné par la justice communiste, donc il était un prisonnier politique et ils ont réussi à obtenir de ne pas être considéré un criminel. Donc sur le point de vue juridique, on avait ce problème, comment on fait un film sur les gens qui sont considérés criminels, parce que on savait, il y a énormément de témoignages sur certains criminels mais ils n'étaient pas condamnés de la justice. Donc, est-ce qu'on a le droit, on se dit, de les considérer criminels? J'ai dit non. Pas pour faire un film, mais même si tu peux aussi avoir des problèmes juridiques, mais ce n'était pas ça le souci, c'était le souci moral, d'une certaine manière. Même aujourd'hui, je ne sais pas comment me placer, même dans les cas woke ou de MeToo, si quelqu'un n'est pas condamné, je me force de le considérer pas coupable, parce que sinon, je ne sais pas comment trouver une autre façon.
Et troisièmement, la question c'était qu'on s'est dit, ok, on doit s'occuper des gens qui étaient déjà condamnés. Et on a commencé, c'était beaucoup d'informations et beaucoup de photos, mais les photos venaient de la détention communiste qui était vraiment horrible dans les années 50. Et tout d'un coup, tu avais des photos de cette criminels condamnés, mais dans un état de détresse de la prison communiste, très maigre, avec la peur dans les yeux. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais ça n'a pas aucun sens de montrer ces images comme ça, ces jeunes qui, étaient coupables à coup sûr, mais étaient déjà condamnés et dans un régime de détention qui parfois c'était un régime d'extermination. Donc tous ces problèmes ont fait qu'à la fin, on a monté 40 minutes et on a dit non, on ne fait pas ça. Et c'était aussi c'était une perspective très moraliste, très accusatrice. C'était comme nous devenons des procureurs ou des choses comme ça. Et bon, c'est pas facile de faire le procureur. D'autres choses? S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vernissage et au vin et parler. Ça, j'ai dit à Pip que je trouve un peu... mais ça peut être le sujet d'un autre film, non? Comment les gens parlent des massacres, des génocides et ça, et après ils disent on passe au vin. Et ça me rappelle en effet, j'étais dans une conférence comme ça avec un autre film, c'était sur l'histoire, etc. Et les discussions très sérieux, pas comme toi. Ou comme moi pas du tout. Des gens très sérieux comme ça. C'était 2 heures de parler de tous les horreurs. Et 10 secondes après c'est terminé, j'entends quelqu'un dire c'est où la bouteille de whisky? Oui. Donc si les gens, les historiens sérieux font ça, Oui. pourquoi pas nous qui... On peut faire un toast à ça. Oui, c'est... En tout cas, merci à tout le monde. Mais on peut boire et se sentir coupable. Oui. Je pense que c'est ça la solution. Oui. Et d'ailleurs, le Bordeaux rappelle ton prochain tournage. Oui, mais pourquoi tu dois me rappeler et me stresser en plus? Bon, merci, et puis on reste ensemble un moment. Encore, je ne sais pas combien de temps. Merci à tout le monde. Tu connais chef opérateur?